Bonjour, mon noble amoureux de Sankukai. Vous connaissez Staros. Vous connaissez le fantôme. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que nous étions trois. Eh oui, je suis la parfaite symbiose entre un Pokémon et un esprit. Je suis Spectrum. Vous ne me croyez pas? Et pourtant, j'apparaît dès les premiers épisodes. Regardez celui-ci. Vous voyez là? Le petit point noir va faire un agrandissement. Eh oui, c'est moi. Vous me croyez maintenant? Je l'aurais tout appris. Ah mais alors là... Wow, reviens par ici, toi. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Ils le savent bien, les abonnés, que c'est moi sous le costume. Ils sont pas idiots. Ah, non, t'es pas moi, je suis désolé, non. On est la même personne. Tu regardes, t'es en train de disparaître là. C'est bien la preuve qu'on peut pas être à deux sur la même image. Puis en plus, t'as le même t-shirt, t'as fait aucun effort sur le costume. Bon, allez, enlève-moi ça. Là, tu vois. Voilà. Allez. Tu te mets au milieu, on va refusionner, puis on va commencer la vidéo, ok? Ok. Ah, c'est mieux. Salut tout le monde. Générique. Ah punaise, ce générique, la bonne époque où l'on savait sortir des génériques de fou, quasiment aussi bons, voire même parfois meilleurs que l'original. En tout cas, c'est mon avis sur Sankukai, la traduction française du tokusatsu japonais Ginga Taizen, qui littéralement signifie la guerre de la galaxie ou la guerre galactique. Et rien qu'au titre, vous voyez de quel film de science-fiction mythique cette série nippone va s'inspirer. Non. Sankukai, c'est un peu notre Madeleine de Proust à nous, hein. Quarantenaire, voire même cinquantenaire. Sankukai, c'est la première série de tokusatsu arrivée en France, avant Spectreman, Xor et Bioman. D'ailleurs, Spectreman a un rôle indirect dans l'arrivée de Sankukai en France, mais ça, je vais y revenir. Rentrons dans le vif du sujet. Nous sommes en mai 1977 et un film anecdotique sort pour déferler sur le monde entier. Ce film, aux multiples inspirations, trouve en partie sa source dans le cinéma japonais, notamment celui d'Akira Kurosawa. On cite souvent la forteresse cachée pour la narration basée sur deux protagonistes, pour les transitions entre chaque scène, ou encore pour le synopsis où un ancien général prête main forte à des rebelles et une princesse. Mais ce n'est pas le seul film dont Lucas s'inspire, les 7 samouraïs sont aussi cités, dont l'ordre des samouraïs et ses codes font écho à celui des Jedi. On peut aussi citer Dersu Uzala, qui donne l'idée de deux plans iconiques à Lucas, ceci. Capitaine. Face à ce succès interplanétaire qui pioche allègrement dans leur culture, les Japonais décident de sortir leur propre film de SF intersidéral, Uchukara, nommé Seiji, message venu de l'espace. Et si vous avez suivi la rétro Super Sentai, et que vous connaissez France 5, vous avez reconnu un des titres qu'ils utilisent. Sauf qu'en France, en 1978, le film sera renommé Les Évadés de l'espace. Ce film, réalisé par Kinji Fukasaku, connu pour ses films de Yakuza, et plus tard pour l'adaptation cinématographique de l'excellent manga Battle Royale, met en scène la star Sony Shiba, dont j'ai déjà parlé, et Etsuko Shiomi, une habituée des tokusatsu et autres films d'arts martiaux. Les deux ont d'ailleurs tourné ensemble dans la série Shadow Warriors, dans laquelle Sony Shiba joue le rôle d'un leader ninja appelé Hattori Hanzo. Et si vous connaissez la filmographie de Quentin Tarantino, et que vous avez vu l'excellent Kill Bill dont j'ai déjà parlé dans la rétro XOR, vous savez maintenant d'où vient le nom de Sony Shiba dans le film américain. Mais revenons à notre histoire. Donc, en 1978, sort Message venu de l'espace, qui a son petit succès, mais dont le scénario ne pète pas de trois pattes à un canard malgré les effets spéciaux plutôt qualitatifs. La Toei, productrice de l'œuvre, décide de réutiliser certains accessoires pour une série de divertissements dont elle confie les rênes à Shotaro Ishinomori. Là aussi, pas besoin d'en parler, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, c'est l'auteur de Cyborg 009 et des premiers Super Sentai, entre autres choses. Ce dernier s'empresse alors de mettre en scène une série qu'il avait imaginée, Ginga Taizen. La filiation avec le film est très claire, puisque le titre de la série complet est Uchukara no Meseji Ginga Taizen. Donc il reprend le nom du film, on est dans le même univers. La particularité de la série, c'est que malgré le fait que cela se déroule dans un univers de science-fiction, les armes sont plutôt anciennes, des épées, des dagues, des armes à fur classiques, pas d'épée laser à la XOR. Alors moi j'aime bien car cela donne un certain charme intemporel à la série, plutôt sympa. Le scénario est l'apanage de plusieurs auteurs, mais principalement de Masaru Igami,
illustre scénariste du monde du tokusatsu et notamment de Kamen Rider. À cette équipe s'ajoutent les compositeurs Morioka Kinichiro et surtout Kikuchi Shunsuke qui a fait ça. Et ça. Juste avant. Et puis ça. Et ça après. Donc c'est une légende. La production bénéficie d'un gros budget pour l'époque, environ 10 millions de yens par épisode, soit près de 300 millions pour les 27. C'est 2 fois plus que le tokusatsu Spider-Man qui est sorti à la même époque par exemple. Hélas, si le premier épisode atteint près de 11% d'audience, le second en fera 2 fois moins et se maintiendra aux alentours de 6%, ce qui fait qu'il n'arrive pas au résultat escompté, vu le pognon investi. Conséquence, la série va perdre le créneau phare de 19h30 le samedi, puis s'éteindre. En France, c'est une toute autre histoire. La série retitrée Sankukai marche super bien et devient rapidement populaire. Et veuillez noter que le titre français ne veut absolument rien dire. Les Français ont juste mis bout à bout des mots à consonance orientale. La série sort en France sur Antenne 2 en septembre 79 et à l'origine, c'est Spectreman qui devait être programmé à la place. Mais Jacqueline Joubert, la directrice des programmes jeunesse d'Antenne 2, en a décidé autrement. Précisément, une autre maman s'inquiète à l'idée que Goldorak soit remplacé par l'horrible Spectreman dont elle a vu un extrait. Non, pas question de diffuser Spectreman. Non, absolument pas question, non. Ça a été annulé, donc. Oui, ça a été annulé. En pleine polémique Goldorak et devant l'inquiétude des parents vis-à-vis de Spectreman, ce dernier a été remplacé par Sankukai. Et on aurait pu donc avoir Spectreman comme premier tokusatsu. Eh bien non, ce sera Sankukai. Si Sankukai est la première série tokusatsu arrivée en France, ce n'est pas la première série japonaise. Quelques mois auparavant, et de façon assez éphémère, les Français avaient pu découvrir sur la toute naissante TF1 Suikoden, traduit par la légende des chevaliers aux 108 étoiles. Alors concernant Sankukai, le doublage est très bon et est assuré par une belle brochette de comédiens. François Leccia qui a doublé John Travolta et Harrison Ford, Yves-Marie Morin qui a aussi prêté sa voix à Harrison Ford dans un autre film de George Lucas, American Graffiti. D'ailleurs, pour la petite histoire, le rôle d'Harrison Ford dans ce film lui a permis de gagner celui de Han Solo. Puis il y a aussi Francis Lax qui a lui aussi d'ailleurs doublé Harrison Ford dans la première trilogie Star Wars, décidément. Et puis il y a Béatrice Delph, très active dans le doublage. Alors elle a pas doublé Harrison Ford, par contre elle a doublé sa petite copine, la princesse Leia, dans la dernière trilogie. Et le premier robot qui accompagne nos héros, c'est Gérard Hernandez qui est derrière. Et c'est pas tout. Vous en voulez d'autres ? Eh bien, il y a Pierre Attet, la voix du Doc dans Retour vers le futur, Michel Gudin, la voix française de Dean Martin, et enfin Sylvie Fett, la voix d'Ornella Muti. Du beau monde, quoi. Le générique est composé par Eric Chardin de Stenay Chardin, et les paroles sont écrites par Didier Barbelivien, très connu dans le milieu. On doit aussi à ce tandem le générique Albator de 1979. Tenez, d'ailleurs, c'est Eric Chardin qui a trouvé le nom d'Albator. Bref, il y a du lourd côté version française. Preuve de l'attention qu'on porte à la série. Et ça se ressent dans le doublage qui est plutôt bon, même s'il est imparfait. Notre histoire se déroule 100 ans après le film dans le 15e système solaire. En français, on apprend que l'action se déroule en l'an 70 du calendrier galactique. D'ailleurs, pour info, la Terre est bien citée comme berceau de l'humanité. Elle est située dans le premier système solaire. Dans le 15e système solaire, il existe 3 planètes habitées, Analis, Chita et Belda. Elles sont habitées par des terriens et des hommes singes. En termes d'analogie, c'est le peuple de Chewbacca, mais en plus intellectuel. Alors tout de suite, on découvre nos 3 héros qui voyagent ensemble vers Analis. Ryu, joué par Akira Oda, Seaman, joué par Ryo Nishida, et Hayato, joué par Hiroyuki Sanada. Le jeune Hayato doit rejoindre la planète Analis pour retrouver ses parents et sa sœur. Il est astropilote, comme Luke Skywalker, et va retrouver une famille décimée. Comme Luke Skywalker, par le terrible peuple des Stressos dirigé par Golem 13. Il est sauvé par Ryu et les 3 compères vont alors se lier d'amitié et lutter contre les vilains méchants. Le vaisseau de nos héros est abattu et Hayato est sauvé par Eolia qui lui offre un magnifique vaisseau, le Sankukai. Alors personnellement, avant de revoir la série pour faire cette rétro, mon inconscient me disait que c'était ça le Sankukai. Alors que pas du tout, ça c'est le vaisseau d'Eolia. Le Sankukai c'est ça.
Et il s'appelle pas du tout comme ça en VO. Bon, grâce à lui, Hayato décide d'affronter les Stressos avec Ryu, Seaman et le petit nouveau, le robot Sidero, mais qui s'appelle Tonto en VO. Alors pour les connaisseurs de la BD, les métabarons de Jodorowsky et Jiménez, que voilà, ce nom de Tonto doit vous évoquer le robot du métabaron. Et il y a fort à parier que Jodorowsky se soit inspiré de Sankukai, vu la similarité physique des deux robots. Nos héros vont aussi faire la connaissance de Kamiji, le chef de la résistance, aux côtés de qui ils vont combattre, ainsi que la princesse Aurora, du peuple des racines de la tribu des Mongols, gouvernée par le roi Kan. Elle tombe amoureuse d'Hayato d'ailleurs. Et il y a Ken aussi, hein, mais lui on s'en fout. Alors classiquement, nos héros vont généralement affronter un ennemi par épisode et les différents antagonistes récurrents vont apparaître successivement. Ainsi, on va découvrir des antagonistes très colorés comme Comenor, Volcor ou encore Furia. En plus, les villes Stressos décident même de tuer la Terre par l'envoi d'une fusée, mais nos héros réussiront à empêcher cet odieux attentat. Lors du dernier tiers de la série, Eolia perd son pouvoir de voyage dimensionnel et Golem 13 débarque dans le 15e système solaire à bord de son énorme géant de pierre. Et c'est con, hein, parce qu'ils ont pas de Goldorak pour l'affronter. Mais pas de panique, nos héros apprennent l'existence d'une arme suprême capable de détruire cette abomination. C'est tout l'enjeu des derniers épisodes, et il s'avère que coup de bol, l'arme est divisée en 3 parties, réparties sur les 3 planètes du système. Mais c'est sans compter sur Comenor, qui veut s'en emparer pour éliminer Golem 13 et diriger les Stressos. Si tu veux éliminer Golem 13, c'est parce que tu veux régner à sa place, avoue-le. Assez! Est-ce que tu es d'accord, oui ou non? Alors attention, attention, ici je vais vous raconter les différents cliffhangers, donc si vous voulez garder du suspense pour la fin, car les derniers épisodes valent vraiment le coup au niveau du scénario, allez directement au timer ci-dessous. Donc comme je le disais sur Belda, Hayato découvre que ses ancêtres, les Terriens, ont créé une arme divisée en 3 étoiles. Aujourd'hui, elle est étoile céleste, étoile terrestre et étoile humaine. En effet, il y a 500 ans, le clan Gen avait déjà repoussé Golem 13 grâce à cette arme fabuleuse. Vous comprenez pourquoi le premier épisode démarre par le massacre de la famille d'Hayato. Donc Golem 13 balance une comète sur Belda qui explose et heureusement Eolia sauve l'arche de la prophétie et coup de bol, hein, la première des étoiles, l'étoile céleste, se trouve être l'émeraude du collier de la princesse Aurora de Belda. L'étoile céleste veillera sur moi. Quoi? Tu as dit l'étoile céleste? Hayato, pourquoi as-tu l'air si étonné? Ah, ce hasard du scénario quand même. Donc l'étoile est récupérée assez facilement et pendant ce temps, le chef rebelle Kamiji se fait assassiner par les Stressos et nos héros repartent pour Analyse. Ryu tue Volcor. Et Hayato découvre sur le mont Iga l'étoile terrestre. La voilà. J'ai trouvé l'étoile terrestre. Manque plus que l'étoile humaine, hein. Mais là, pas de chance, Hayato perd les 2 étoiles qui sont récupérées par Furia, qui déclare qu'elle aussi veut diriger les Stressos. Garde, et je détiendrai l'arme absolue toute seule. Non, tu es folle! Ouais, Golem 13 devrait vraiment mieux choisir ses subordonnés quand même. Mais bon, repas de chance, elle se fait désintégrer par le colosse de pierre. Comenor part donc pour Cheetah récupérer la dernière étoile pendant qu'Hayato est téléporté dans la statue géante. Il découvre alors le vrai Golem 13. Non, c'est Eolia. Dans le dernier épisode, Comenor met la main sur la dernière étoile et on découvre finalement que le chef des Stressos est la sœur jumelle d'Eolia, Desmonia, qui était jalouse de sa sœur, car elle n'avait aucun héritage. Du coup, elle a créé son propre empire en fait. Oui, je suis Eolia et elle, c'est Desmonia. Eolia vient secourir Hayato et les deux s'échappent. Comenor, par un habile subterfuge, dérobe les 2 étoiles détenues par Desmonia, il se tire et il affronte Ryu et Hayato, mais finira par mourir. Bon sang, il a explosé. Comme les autres. Cela étant, grâce à lui, nos héros ont récupéré les 3 étoiles qu'ils s'empressent d'utiliser pour détruire Desmonia, qui a décidé d'anéantir l'ensemble des systèmes solaires. Sauf que voilà, les 3 pierres ne suffisent pas, et il faut donc une 4e source d'énergie. Emeralida nécessite une autre condition. Une condition dont tous ces idiots n'ont encore aucune idée. Pour ce faire, Eolia doit se sacrifier et utiliser la 4e étoile, l'étoile vitale. Et là aussi, coup de bol, hein, c'est son médaillon. Donc elle se sacrifie, détruit Golem 13, et les héros sont téléportés sur Cheetah.
Le courage d'Hayato, de Ryu et de Simane, et le sacrifice d'Eolia resteront gravés dans les souvenirs jusqu'à... Fin de l'histoire. Ah oui, il existe un film sans Kukai aussi, hein. Mais il est vraiment anecdotique pour le coup. Il dure 20 minutes et consiste à escorter des gamins jusqu'à la Terre. Sans intérêt. Hayato est le personnage principal de l'histoire. Il est joué par Hiroyuki Sanada, qui est l'un de mes acteurs japonais préférés. Il a commencé très jeune dans le cinéma, et il était élève au sein de l'école Japan Action Club, que j'ai mentionné dans la rétro XOR. C'est très important, hein, puisque c'est une école de cascadeurs, et donc Hiroyuki réalise lui-même les cascades en gros plan, ce qui est un vrai plus pour l'immersion du spectateur. Il a joué dans le film antérieur que j'ai cité, Les Évadés de l'espace, et puis il a beaucoup tourné ensuite avant de se révéler au monde entier avec son rôle dans Ring, le film japonais d'épouvante ultra célèbre. Il enchaînera à Hollywood au début des années 2000 avec Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï et Sunshine, un excellent film qui n'a pas l'aura qu'il mérite. On l'a vu aussi dans Wolverine, dans 47 Ronin, Speed Racer, Les Avengers. Bullet Train, Mortal Kombat ou encore John Wick. Côté série, il a participé à Lost et plus récemment à Shogun. Et si vous avez vu la rétro Bioman, vous savez qu'il apparaît dans l'un des épisodes. Hayato est son premier grand rôle et d'emblée on l'apprécie. Il est le jeune promis impétueux, animé d'un grand sens de la justice. Excellent pilote et combattant, il deviendra le justicier, le fantôme, à compter de l'épisode 6. On l'appelle Maboroshi en VO. Ryu est le second personnage principal, il est joué par Oda Akira, dont c'est le rôle le plus marquant. Cela étant, il avait un peu plus d'expérience puisqu'il avait déjà tourné au cinéma, et notamment dans le film Super Express 109, dont le synopsis vous rappellera celui de Speed, avec Sandra Bullock et Keanu Reeves. Ryu est quelqu'un de jovial et baragouineur, il se trouve qu'il est lui aussi pilote, et il a appris les arts martiaux auprès du père d'Hayato. Il s'occupera de la formation du jeune héros, et dites-vous que c'est une sorte de mélange entre Han Solo et Obi-Wan Kenobi. À partir de l'épisode 4, on découvrira qu'il peut se transformer en guerrier impitoyable, l'allié de la justice, Staros. Ah bah ça faisait longtemps ça, bah depuis Goldorak en fait. Bon, vous pouvez me le mettre, au moins sa version VO, Nagareboshi. C'est l'heure de payer tes crédits. Voilà. Alors en garde. Staros en français, avec un S. D'ailleurs, sa première apparition est complètement what the fuck, hein. Aucune préparation. On le voit en Ryu et 2 secondes après, hop, il pop en Staros sans aucune explication. Fuck la logique, quoi. Alors nos deux héros sont aidés par Simane, Baru en VO. C'est un pilote singe humanoïde intelligent, il dispose d'une grande force physique et sait très bien se battre, notamment avec sa hache. Dès l'épisode 2 apparaît le robot Sidero qui est gagné par Ryu à une épreuve de lancer de couteau. Il joue un peu le rôle de 6PO et D2R2. Attends, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Sinon on a aussi la fusion de Yoda et la princesse Leia en la personne d'Eolia. Ou Sophia en VO. Bon, c'est vrai qu'elle est plus jolie que le gnome vert. Elle dispose de pouvoirs mystiques qui lui permettent de sortir nos héros de la panade. Le Deus Ex Machina Power. Voici pour les principaux gentils, même s'il y en a d'autres, il y a les rebelles, le clan Gen, qui est un clan de ninjas vivant sur Anaïs, c'est le clan d'Hayato. Alors je vous ai rapidement parlé du clan Mongo vivant sur Belda, c'est leur prophète qui avait prophétisé la venue de Golem 13 et la destruction de leur planète. On peut aussi mentionner les Dirajin, c'est la race d'hommes singes qui vit sur Cheetah. Ouais, ça s'invente pas, hein, des singes qui vivent sur Cheetah. A noter quand même la présence de Kenji Oba, rien que ça, XOR dans le rôle d'un paysan, qui apparaît dans l'épisode 15, hélas. Sans scaphandre de combat, il crève à cause d'une arme biologique. Cela étant, il y a beaucoup de personnages secondaires dans la série et ce serait trop long de les énumérer. Passons donc aux méchants. De ce côté de la force, on retrouve le grand chef Golem 13, personne chez les Stressos ne connaît sa réelle identité d'ailleurs, on ne connaît au début que son avatar avant la révélation de l'épisode 26. Défait au 5e siècle avant l'ère spatiale, il revient dans le 15e système solaire pour assouvir sa vengeance. Son premier chef est Comenor, personnage sans doute le plus marquant de la série, extrêmement théâtral, il manie très bien l'épée et il dispose de pas mal de pouvoirs comme la projection de flammes ou encore la téléportation. Son désir est de tuer Golem 13 pour prendre sa place et il est assisté par Volcor qui est son petit frère en VO. Mais ça, en VF, c'est passé à la trappe. Alors il est sanguinaire, ignoble et tue
tout ce qui ne lui plaît pas. C'est lui qui tue la famille d'Hayato d'ailleurs. Et il se fera trancher la main avant de se faire ossir par Ryu. À leur côté, il y a Furia, un vil personnage qui peut prendre n'importe quelle apparence, ce qui en fait une excellente espionne. Elle sera finalement tuée par Golem 13 qu'elle a voulu trahir. Alors il y a aussi des ninjas au service de Golem 13, ils apparaissent comme les fameux monstres de la semaine de la pure tradition scénaristique de Tokusatsu, et comme la tradition le veut, ils ont un nom composé du mot désignant leurs caractéristiques et du mot homme, comme Ibito qui signifie homme-feu, ou Kibito, homme-arbre. Ou encore un que j'aime beaucoup, Mitsukagebito, homme 3 ombres, car c'est un ninja qui a 3 visages et qui peut se diviser en 3 personnes. Et franchement, ils sont tous super bien pensés, même s'il y a quelques ratés, hein. Comme Shibito, l'homme sang qui est assez ridicule. Mais on a aussi des vampires, des cow-boys... Et les fameux soldats de l'Empire, qui ont dû aller d'ailleurs à la même école que les Stormtroopers, car ils tirent super mal, et ils ont, eux, leur équivalent ninja, car je vous le rappelle, Sankukai, c'est un mélange de SF et de ninja. Ah, je vous l'avais pas dit? Bon bah, c'est fait alors. Je dirais quelques mots sur les capacités et armes de nos deux ninjas Staros et Fantôme. Au-delà de leur tenue magnifique, ils sont équipés de diverses bombes, incendiaires, thermiques, fumigènes, et d'une montre pour communiquer. Mais surtout, ils utilisent des épées à lame, rétractables, ressemblant à des sai, c'est l'arme de prédilection de la famille Gen. Et ils ont aussi, bien sûr, comme tout bon ninja, des shurikens. Et puis ils ont plein de techniques de combat. Fantôme notamment est capable de créer un clone, et les deux ninjas peuvent croiser leurs sai et créer, ainsi, une super attaque. Votre victoire sera inutile. Du côté des engins spatiaux, le plus iconique est le Sankukai, ou l'IAB en VO, offert par Eolia à Hayato. C'est un vaisseau super bien designé, qui approche la vitesse de la lumière. Il dispose de 3 modules, le Comet Fire, un vaisseau de combat appelé Jettiscope en VF, et piloté principalement par Hayato. Le deuxième module est le Galaxy Runner, Stragir en VF, et il est piloté par Ryu. Et enfin, il y a le Space Saucer, piloté par Tanto. Alors c'est marrant, hein, car lorsque le vaisseau est offert à Hayato, Tanto, enfin Sidero, n'est pas connu encore, et pourtant cette soucoupe est clairement faite pour lui. Alors le Sankukai a évidemment des armes, dont les fameuses tourelles laser, comme le Faucon Millennium dans Star Wars. Vous noterez aussi que les lasers tirés par les vaisseaux alliés sont rouges, comme les lasers des vaisseaux de l'Alliance dans Star Wars. Eolia dispose, elle, d'un vaisseau assez féerique, un grand bateau voilier nommé Azuris en VF et Pleia Star en VO. Elle le commande avec un petit orgue électronique, et à la fin de la série, on découvrira l'arche cachée dans le monde souterrain de Mondo, et qui permettra d'évacuer les habitants de Belda, avant qu'elle ne soit détruite par la comète de Golem 13. Du côté des véhicules méchants, les petits-enfants que nous étions ont été marqués par le Cosmosaur, Grande Gavanas en VO, mais aussi et surtout par les chasseurs, les Lazerolab ou Shoot Gavanas, qui d'ailleurs me font penser au modèle défenseur taille de Star Wars qui n'existait pas encore en 1978, il me semble. Les Lazerolab disposent de 6 canons laser de couleur verte, comme les chasseurs taille. Et puis la plus grosse arme de destruction massive, c'est la statue géante de Golem 13, Daimajinzo, quasi indestructible et qui dispose de rayons laser genre Off-Officer à la Goldorak. Comme je vous le disais en intro, Sankukai se déroule dans le même univers que le film Les Évadés de l'espace. Dans ce film, c'est Roxeya 12, l'antagoniste principal, qui est à la tête des Gavanas et qui porte la tenue de Comenor. Roxeya, c'est le nom japonais de Golem. Le Liabe apparaît avec les petits vaisseaux associés, mais ici, Sanada, Hayato, également acteur du film, ne pilote pas le Comet Fire, mais le Galaxy Runner. D'ailleurs, la VF sortie en 1979 reprend les noms japonais. On parle bien de l'Empire Gavanas, de Roxeya et de Liabe. On y trouve aussi le bateau volant d'Eolia, et à noter que certains plans du générique Sankukai sont repris du film et n'apparaissent pas dans la série. En 2004, le film sera édité en DVD avec un nouveau doublage français et retitré Sankukai, le film, ce qui est évidemment mensonger, même si Les Évadés de l'espace apparaît en sous-titres. Pour l'occasion, les personnages et engins reprennent les noms de la série. Roxeya 12 devient Comenor, les Gavanas redeviennent les Stressos et notre jeune héros reprend le nom d'Hayato, alors que les deux œuvres sont différentes. Hiroyuki Sanada joue un tout autre personnage d'ailleurs. Pour revenir sur la série, Sankukai est une série de belle qualité. Il faut garder à l'esprit qu'elle a près de 50 ans aujourd'hui, et finalement elle vieillit pas trop mal. Alors certes, elle ressemble beaucoup à Star Wars, c'est le même trio, le jeune héros, le baroudeur plein de gouailles et l'espèce de singe, à cela s'ajoute le robot pénible,
Ressemblance, certes, mais elle dispose également de son propre style. Et puis quand on sait à quel point Lucas a pompé sur le cinéma japonais, c'est quand même un juste retour des choses. L'œuvre emprunte également au classique voyage du héros, concept éculé dans pas mal d'œuvres, dont Star Wars, et il faut bien avouer qu'elle contient bon nombre de cliffhangers et de retournements de situation qui peuvent paraître classiques aujourd'hui, voire même clichés, mais pas en 78. Et les 3 derniers épisodes sont énormes, véritablement. Il se passe beaucoup de choses. En plus, on voit bien que le scénario, malgré quelques lacunes, est bien construit et préparé. Par exemple, le coup des étoiles à réunir, il y en a 2 que l'on voit dès les premiers épisodes, sans y prêter une grande attention. C'est après que tout ça va se révéler. La VF est pas mal, même si elle accentue quelques incohérences, ou ignore certains éléments comme le fait que Comenor et Volcor sont frères, et encore une fois, je ne comprends pas les changements de certains noms. Pourquoi les Stressos et pas garder les Gavanas? Cette pratique vraiment française n'a aucun sens en réalité. Pourquoi Eolia et pas Sophia? Bon, les personnages sont globalement attachants et bien développés, surtout Hayato qui évolue grandement à l'image d'un Luke Skywalker. Vous avez vu le travail? Par contre, on pourrait un peu reprocher le rôle d'Eolia qui bascule quelquefois dans le Deus Ex Machina. On ne sait pas comment faire avancer l'histoire, et ben pas de panique, pas de problème, on fait intervenir Eolia. L'esthétisme global est plutôt intéressant, dans son mélange de genres, on est dans le futur, mais quand on est sur des planètes, on n'a pas l'impression nécessairement d'une grande avancée technologique. D'ailleurs, on peut donner un bon point pour l'éclectisme des peuples qui vivent sur les 3 planètes. D'habitude, quand vous regardez des séries de SF, on retrouve l'équation une planète égale un peuple, avec quelques exceptions bien sûr, quand l'histoire raconte une opposition entre 2 peuples différents de la même planète, bah là c'est plus diversifié, mais en même temps, c'est vrai, il n'y a que 3 planètes. Les costumes sont aussi très variés, notamment ceux des méchants et la fameuse cape de Comenor qui l'agite sans cesse, magnifique. Les héros ont un costume plutôt simple, mélange de filets de pêche, de lunettes de ski et de shimag. La transformation est tout aussi simple, ils sautent en l'air et paf, ils sont transformés. Le côté super-héros est aussi très critiquable, d'ailleurs surtout au début, quand Ryu est le seul qui se transforme en Staros, tout d'un coup, il disparaît, et il revient déguisé, et ses 2 potes, ils y voient rien. Cette gestion de la double identité est complètement foireuse, mais bon, avec le recul, ça reste marrant. Il a explosé. Où est Staros? Staros? T'as rêvé? Mais non, il y a que toi avec eux. T'as disparu pendant toute la bataille, vous avez la même voix. Comment tu peux jouer le gars étonné et surtout comment tes potes ne comprennent pas la supercherie? Mais bon, c'est le folklore de notre enfance ou ça donne un petit côté amusant à la série. Et au final, on s'en contrefout. Pour conclure, 2 mots sur les produits dérivés. Ah, il n'y en a pas eu des masses, mais il y en a eu quand même. Notamment le Sankukai tout en métal par Bandai, ou alors en plastique dans le cadre d'une maquette à monter, soit même toujours par Bandai. Il y avait aussi des figurines pas terribles et pas fidèles puisque le fantôme n'est pas en bleu. J'ignore si c'est sorti en France, j'ai trouvé peu de choses sur le sujet, alors n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires, ça m'intéresse. Enfin, la série a aussi fait l'objet de plusieurs publications papier, un manga dessiné par Kaoru Shintani et sérialisé dans le TV Magazine de la Kodansha, et un autre réalisé par Sugar Sato dans TV Land de Tokuma Shoten. Et côté français, on a même eu le droit à des bandes dessinées, 2 pour être précis, éditées chez Dargo. Alors c'est assez convenu, comme toutes les BD de l'époque qui tentent de surfer sur le succès de la dernière série à la mode, et il ne faut pas attendre du grand scénario. Cela étant, le dessin de Pierre Frisano est plutôt agréable, même si j'ai parfois l'impression de lire les aventures de Poncherello de Chips et de Kylo Ren de Star Wars. Et puis il y a eu les albums à vignettes traditionnels, pas chez Panini, mais chez une autre société, Age, 180 vignettes à chaque fois pour les 2 albums. J'ai pas eu la chance de les avoir ceux-là, ils sont sortis en 1979 et en 1980. J'en ai fini avec la rétro Sankukai, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, ça aide beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ah le con, il a oublié d'éteindre, heureusement que je suis là. Les héros pensent à tout.